être accessible et loyal également. Accessible parce que si vous donnez une information, je pense que le patient doit avoir la possibilité de vérifier les informations que vous donnez au patient et ça doit être loyal également. Et pour le quatrième principe, un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Ce qui est important. Vous entendez, c'est très important. C'est important à retenir. Donc, c'est le consentement du patient. Libre également, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être contraint vraiment de recevoir vos soins en tant que professionnel de santé. Et ça doit être éclairé également, c'est-à-dire que vous avez le devoir, l'obligation d'expliquer les actes que vous devez poser pour concernant votre patient. Donc tout ça rentre dans l'éthique et la déontologie également de la pratique médicale. Et cinquième point, c'est un consentement spécifique et prévu. Un consentement qui est spécifique et prévu, notamment pour les personnes pratiquant à une recherche biomédicale. Bien sûr, c'est dans les recherches, les dons d'organes également, l'utilisation des éléments et produits du corps humain également. Et pour les actes de dépistage également. Revenons-en un peu pour les dépistages. Déjà, il y a plusieurs lois qui régissent un peu ces dépistages. Déjà, le counseling également, c'est-à-dire vous devez expliquer l'objectif également de votre dépistage. Si déjà, prenons l'exemple du VIH, donc l'objectif c'est d'expliquer pourquoi d'abord vous devez faire ce dépistage et expliquer clairement bien sûr et attendre le consentement déjà du patient. Parce que vous n'avez pas le droit de dépister une personne sans son consentement libre et éclairé encore toujours. Donc pour le sixième point, une personne à qui il est proposé de pratiquer une recherche bio, là c'est dans les recherches médicales. Pour le septième point, la personne hospitalisée peut, sauf exception prévue par la loi, quitter à tout moment l'établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s'expose. Là, c'est toujours le consentement du patient. C'est à lui de choisir à quel moment il doit quitter l'hôpital. Il ne doit pas être contraint de rester toujours dans la structure de santé. Maintenant, avant de quitter, vous en tant que professionnel, c'est votre devoir pour vous protéger un peu que cette personne signe une décharge pour un peu vous protéger sur le plan légal. Pour le huitième point, la personne hospitalisée est traitée avec égard. Ses croyances sont respectées, bien sûr. Son intimité également est préservée, ainsi que sa tranquillité. Donc tout ça pour le bien-être de l'hospitalisé, tout ça incombe aux professionnels de santé, la structure de santé également. Et dans l'action médicale, il n'y a pas de distinction de race, d'ethnie, de profession, de nationalité ou quelque considération que ça puisse être. Pour le neuvième point, le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, bien sûr, administratives, médicales et sociales qui la concernent. Toujours le secret médical qui est un peu développé ici. Pour le 9e point, le respect de la vie, bon, 10e point, la personne hospitalisée ou ses représentants légaux bénéficient d'un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit. Bon, toujours dans l'information, la personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçu. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille notamment au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d'être entendue par un responsable de l'établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu'elle estimerait avoir subis dans le cadre d'une procédure de règlement à l'amiable des litiges ou devant des tribunaux. Donc,
En bref, pour le 11e point, c'est exactement ça.